L'expert aujourd'hui, c'est Yves Michaud. Bonjour Yves Michaud, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, vous avez été directeur de l'École nationale supérieure des beaux-arts de Paris pendant près d'une dizaine d'années. Vous publiez aux éditions Gallimard dans la collection Essais, l'art c'est bien fini. Essais sur l'hyperesthétisme et les atmosphères. Alors c'est un livre qui n'est peut-être pas accessible à tous, mais j'avais envie de vous recevoir moi ce matin pour parler du constat que vous faites, de ce constat assez désespérant de ce qu'est devenu l'art aujourd'hui. L'art, c'est bien fini. Alors l'art, c'est vraiment fini ? Je dirais que ce qu'on appelle art avec un grand A, oui, effectivement, c'est bien fini depuis maintenant une trentaine d'années. C'est-à-dire qu'en fait, on est sorti du XXe siècle avec une sorte d'histoire sainte qui était l'histoire de l'art moderne et qui était un art vraiment très très intéressant et passionnant. Et puis en fait, entre la mondialisation, la financiarisation, la progression du politiquement correct, mais en fait l'art aujourd'hui, c'est plus ça qui nous intéresse. Alors ça continue parce que financièrement c'est intéressant, c'est associé au luxe. Hein, je veux dire, il y a une publicité en ce moment dans Paris où on voit de LVMH où on voit un sac Vuitton mais sur le fond d'une peinture de Richter. Je veux dire, ça sert à faire vendre du luxe. Mais disons que l'art en tant que, je dirais, manière de nous élever, de nous faire ressentir des choses importantes, je crois que là c'est fini. Mais ça recommencera peut-être. Ouais. Mais est-ce qu'on disait pas déjà ça quand il y avait du chant ou quand il y a eu d'autres formes d'art qui étaient en rupture avec une manière plus classique Non, on disait pas ça. Alors d'abord du chant, je veux dire, en son temps, il n'a pas eu l'importance qu'il a aujourd'hui dans la lecture rétrospective, mais surtout, je veux dire, les grandes innovations, c'est l'année 1907 avec les Demoiselles d'Avignon, avec le douanier Rousseau, c'est des années absolument exceptionnelles. Effectivement, c'était un art officiel qui existait, hein, mais qui a été congédié et remplacé par un art moderne très très vif. Mais je crois que là, c'est terminé depuis qu'on a parlé de postmoderne. Si vous voulez, de toute manière aussi, ce que je dis dans le livre, il n'est pas seulement sur l'art, il est aussi sur le fait que dans le même temps, notre vie s'est complètement esthétisée. Si vous voulez, je prends un exemple. Les gens, ils vont au musée, mais en fait, beaucoup plus de gens vont maintenant aux ateliers, les ateliers de l'image, si vous voulez. Mais au lieu d'aller voir des Klimt, vous allez vous immerger dans une expérience Klimt. C'est ça. Sur les expériences, et vous dites d'ailleurs dans le livre, à un moment aussi, on va au musée, on ne regarde plus les œuvres, on les photographie. Mais exactement. Moi, ce qui me frappe, c'est que les gens photographient. Je suis allé voir l'exposition Morozov, les gens regardent à peine, mais ils prennent une photo que d'ailleurs, en fait, ils ne regarderont pas. Ils regarderont pas, mais c'est ce que vous dites dans ce que vous dites, hyper-esthétisme et les atmosphères, c'est qu'aujourd'hui, il faut vendre entre guillemets des expériences. Il faut, on est alors vous parlez d'un plaisir immédiat, de choses immédiatement accessibles. Oui, moi, en fait, le livre est sur un changement de sensibilité, si vous voulez. C'est un changement de sensibilité considérable. En même temps, c'est un retour à des choses qui ont existé. Je veux dire, le XVIIIe siècle n'est pas un art extrêmement intéressant du point de vue du grand art, mais du point de vue du décor, du rococo, de la décoration, de la musique, c'est un art très intéressant et un art immersif. Aujourd'hui, le mot qui est le plus à la mode, que tout le monde emploie, c'est immersion, immersif. Venez dans des expériences immersives, que ce soit expériences d'achat, expériences de boîte de nuit, expériences d'hôtellerie. Regardez, tous les hôtels sont en train d'être rénovés pour être redesignés. Je pense que ce qui remplace l'art aujourd'hui, c'est pour beaucoup, c'est le design, c'est les ambiances, c'est la musique. Hein. Je veux dire, les gens vivent dans la musique. Si vous regardez les gens dans la rue, ils écoutent plus que leur bulle musicale. Je veux dire, ils sont dans l'immersion musicale. Et il y a de la musique partout d'ailleurs. Il y a de la musique partout. La musique est devenue le son principal de la vie. Et donc, mon livre est aussi sur ce changement-là. C'est-à-dire que, bon, l'art, le grand art est à mon avis terminé, mais je veux dire, il est remplacé par les vécus, les expériences, le plaisir. Alors ça, je pense, j'essaye d'en suggérer quelques explications. Ça a beaucoup à voir avec les nouvelles techniques, les techniques numériques, le fait que tout est à notre disposition avec un clic et sur notre téléphone, je veux dire. Alors vous dites l'objet importe peu, c'est la mise en scène qui est importante, c'est l'ambiance. Avant l'émission, on parlait de la Fondation Pinault. Moi, une chose m'a frappée, donc qui est à la Bourse, un magnifique bâtiment, c'est que tout le monde sur les réseaux sociaux photographie le bâtiment, l'intérieur, cette coupole, mais qu'à aucun moment je n'ai vu d'œuvre mise
en ligne sur Instagram ou les réseaux sociaux. C'est-à-dire que la collection en elle-même, elle n'intéresse pas. Mais je crois qu'en fait, beaucoup de l'art dit contemporain, le plus contemporain, sert de décor à l'existence, mais ne nous fait rien. Et d'ailleurs, il y a des livres de partisans de l'art contemporain, il y a un bon livre de Morisot là-dessus, qui s'interroge sur le fait pourquoi ça ne nous fait rien, pourquoi on reste indifférent. Je veux dire, d'abord, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ça se répète, du Duchamp, il y en a partout, des installations, il y en a partout, donc c'est une production industrielle. Et puis, en plus, je veux dire, il manque ce petit éclair poétique, cette sorte de rareté, si vous voulez, du sentiment et de l'engagement de l'artiste. Donc, ça nous est indifférent. Alors, comme je dis, en fait, les trois valeurs maintenant de l'art contemporain, c'est combien ça vaut, qu'est-ce que ça fait venir comme public, et donc ça, c'est le rapport avec le luxe, et puis, est-ce que c'est politiquement correct? Alors là, si c'est pour les migrants, si c'est pour les LGBTQ, je sais pas quoi, si c'est pour les minorités, alors là c'est formidable. Et je crois que Pinault il coche toutes les cases. Mais à l'inverse, la Fondation Vuitton propose des collections pour le coup qui sont des collections d'art totalement classiques. Oui, alors c'est ça, mais en même temps, si vous voulez, dans un bâtiment qui lui est fait pour être un monument en lui-même, et au fond, peu importe qu'il y ait de l'art dedans. Hein, je veux dire, c'est quand même, c'est un peu comme mais on va voir Morozov, on va voir. Oui, alors simplement, je veux dire, jusqu'à quand ils auront encore la possibilité d'avoir ces grandes collections et faire jusqu'à quand? Mais est-ce que ça sera possible? Mais je pense que ils sont, pour parler en termes marketing, ils sont sur un créneau un peu désuet, mais qui marche bien, parce que ailleurs c'est toujours c'est autre chose. Donc il restera une place pour des expériences plus raffinées, un peu à l'ancienne, quoi, en quelque sorte. Vous dites l'art, c'est un bouquet de tulipes de Kunz qui vaut cher, fait venir du monde et déverse du sucre d'orge compassionnel sur des victimes d'attentats à la vie ravagée. Vous en avez fait un livre formidable, pour le coup, qui est tout à fait accessible. Hein. Ceci n'est pas une tulipe, art, luxe et enlaidissement des villes. C'est paru chez Fayard. Vous dites l'art, c'est la banane scotchée de Catalane qui vaut 120 000 €, 150 000 fois le prix d'une banane, qui fait le buzz et qui pourra même nourrir un artiste en mal de célébrité et le galeriste. Et l'art, c'est le lit de Tracy Emin qui vaut un peu plus cher qu'un lit Ikea, 2 millions d'euros chez Christie's en 2014. Ça fait parler. Banksy, c'est pareil, le tableau qui s'auto-déchire. Ah bah oui, complètement. Je pense que Banksy, c'est vraiment une escroquerie de publicitaire. C'est très bien. Parce que, alors là, ce qui serait intéressant, c'est que, curieusement, on ignore qu'en France, on a un artiste exceptionnel qui a fait la même chose que Banksy, mais bien avant, c'est Ernest Pignon-Ernest. Oui, et nos institutions ne se sont jamais vraiment préoccupées d'Ernest Pignon-Ernest. Il a mis tous ses dessins dans les rues, l'hommage à Rimbaud, l'hommage aux morts de la Commune. Ça laissait les gens relativement indifférents. Et puis, mais Banksy, c'est bien géré. Hein, je veux dire, il est très fortiche. Mais c'est une chose aussi que je dis, on ne sait pas réellement ce qui se passe dans ce monde de l'art contemporain. Aujourd'hui, les enchères sont totalement opaques, et moi je ne suis pas du tout sûr que ni le premier ni le second Banksy aient été vraiment vendus. Hein, je veux dire, comment le savoir? C'est-à-dire, il y a plein d'enchères. C'est pour faire monter des cotes. Il y a plein d'enchères fictives. Regardez ce qui s'est passé avec Salvatore Mundi, le Vinci. Bon, on ne sait pas où il est, on ne sait pas s'il est vrai, on sait pas, et on ne sait pas s'il a été payé. Hein, je veux dire, vous savez, il y a beaucoup de fausses enchères aujourd'hui. C'est devenu complètement spéculatif, en fait. C'est quand même le fond de la question. C'est-à-dire qu'il y a un marché, c'est devenu un marché qui n'était peut-être pas... ça a toujours été un marché. Quand François Ier achète la salière de Benvenuto Cellini, il la paye très très cher. Mais simplement, je dirais qu'aujourd'hui, c'est un marché qui se calque sur la financiarisation de l'économie, et puis aussi sur l'excès d'argent. Moi, j'ai toujours dit depuis très longtemps que l'art, c'est ce qu'on achète quand on a trop d'argent. Je veux dire, ce qui donne de la valeur à l'argent en trop, en quelque sorte. Mais aujourd'hui, avec la financiarisation, on voit arriver un tout nouveau public. Je veux dire, il y avait plein d'articles dans la presse récemment sur les nouveaux publics de millennials, comme on dit, de gens nés en 2000, qui achètent sans regarder, qui rachètent sur Instagram, qui achètent... Les grands galeristes, c'est Perrotin qui me le disait lui-même il y a 2 ans, les grands galeristes, ils vont plus voir les ateliers. Ils reçoivent des PDF que trient leurs assistants et ils jugent sur les images. Or,
moi, je regarde beaucoup les images sur Instagram des amis artistes que j'ai, mais c'est parce que je suis allé dans les ateliers que je sais déjà, je sais à quoi ça ressemble et quand c'est nouveau. Tandis qu'aujourd'hui, si vous regardez purement des images pixelisées, c'est pas une expérience que vous avez. C'est de l'achat sur catalogue. Alors c'est très bien pour acheter sur catalogue. Mais... L'avenir, c'est quoi alors? Écoutez, je veux dire, moi, je suis pas Madame Soleil, je peux pas dire, mais ce que je veux dire, c'est que l'histoire de l'art, elle a toujours donné des surprises, si vous voulez. Je veux dire, quand le rococo, c'est quelque chose de pas très intéressant, c'est le décor de la vie, etc. Et puis qu'est-ce qui arrive après? Il arrive le néoclassicisme, il arrive le romantisme. Vous avez tout l'art officiel du 19e siècle qui nous fait plus rien du tout et qui a été très important. Et puis qu'est-ce qui arrive? Arrive l'impressionnisme, arrive Cézanne. Et puis Picasso, bon, je crois que c'est imprévisible. Ce qui est plus prévisible, c'est des catastrophes dans le genre le Covid, le réchauffement climatique ou la politique internationale. Et ça, c'est susceptible de peser beaucoup sur le rapport à l'art, parce que beaucoup de l'art était en rapport avec le tourisme jusqu'ici. C'était l'art, c'est une pompe à touristes. Regardez le Louvre. Et à partir du moment où on peut plus se déplacer, et là, les impacts, à mon avis, viendront d'ailleurs que du monde de l'art. Oui, une auditrice nous dit ce tableau qui se désintègre en copeaux, quel talent! Comment exprimer que tout est illusion? Alors certains voient du sens, vous dites on ne dit rien, c'est Banksy, on l'a évoqué tout à l'heure. Oui, bien sûr. Mais écoutez, on a beaucoup réfléchi aussi sur la conservation. Je veux dire, est-ce qu'il faut restaurer les tableaux dans un original qu'on n'a pas connu? Je me rappelle par exemple que quand je dirigeais l'école des Beaux-Arts, il y avait une exposition de Piero della Francesca à Arezzo, et ils étaient venus nous emprunter une copie grandeur nature qui avait été faite dans les envois de Rome de Piero della Francesca, parce que elle représentait les couleurs de Piero della Francesca au 19e siècle. Or, ces couleurs, elles avaient changé depuis. Donc, si vous voulez, vous posez la question, est-ce qu'il faut restaurer? Est-ce qu'il faut laisser mourir? Est-ce qu'il faut... Bon, de toute manière, je veux dire, le temps passe, je veux dire, et il y a tellement d'art que finalement, il y en a une partie qui disparaîtra. Mais en tout cas, le constat le constat que vous faites est tout à fait passionnant sur justement ces expériences, cette volonté d'esthétique et de finalement ne pas dire grand-chose à travers cette art. Oui, alors j'ai fait en fait un livre un peu difficile parce que je voulais pas que ce soit juste de l'humeur, si vous voulez. Moi, j'ai mes connaissances, j'ai essayé de construire et de montrer quelles sont les bases de ma réflexion. Je crois qu'on est face à un changement de sensibilité qui est très important. Mais là encore, je dirais, dans l'histoire humaine, il y en a eu. Je veux dire, la naissance de la sensibilité romantique au XVIIIe siècle, c'est complètement différent de la sensibilité classique et des passions. On est à une période, et à la fin du 19e siècle, on a eu déjà, au moment où a commencé à naître le tourisme culturel, on a eu déjà un changement de sensibilité, et où l'art est devenu quelque chose de beaucoup plus senti que d'analysé ou de perçu. On n'a pas parlé des ZEP. Je crois que cet art contemporain existe dans ce que j'appelle les zones esthétiques protégées, c'est-à-dire les musées, les journaux, les associations de critiques, les maisons de vente aux enchères, les grandes collections. C'est des zones, je dirais, d'isolement. Des sortes de lazarets pour l'art contemporain. On est entre soi et tout va bien. Je veux dire, la maison brûle, mais c'est pas grave. C'est la conclusion de votre livre. Le plus drôle dans tout ça, c'est que tout le monde le sait, mais que personne ne veut le reconnaître. C'est l'éternelle histoire du roi nu. Inutile même de crier au complot ou à l'omerta. En fait, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, exactement. Je veux dire, c'est comme beaucoup de regarder tous les monuments qu'on nous colle dans les villes. C'est ce que j'avais dit dans le livre sur Kounz. Sur les tulipes. Je veux dire, pour une réussite comme le Centaure de César, qui est bien placé, bien dimensionné, etc., on a une quantité de choses sans aucun intérêt, pitoyable. Le cœur de Vasconcelos. Et puis, il y a pire, il y a tout ce qui est coincé dans les squares, etc. C'est accablant, je veux dire. Mais on s'en fout. On s'en fout. Ce qui intéresse, c'est de faire attention aux trottinettes qui risquent de vous écraser. L'art à l'état gazeux, c'était un livre que vous aviez déjà écrit en 2003 sur le sujet de l'art contemporain. Ceci n'est pas une tulipe. Je vous conseille vraiment la lecture de ce livre à propos du bouquet de tulipes de Jeff Koons et toute l'histoire, le fric, la façon dont ça a été. Il y a pas c'est lié à la politique en fait de luxurisation du tourisme à Paris. Je veux dire, c'est une affaire d'investissement immobilier touristique de luxe. Je veux dire,
Koons. Et puis votre livre qui vient de paraître, L'art c'est bien fini, essai sur l'hyperesthétique et les atmosphères. C'est paru chez Gallimard, c'est passionnant, ça se lit assez facilement, c'est dense, c'est documenté et c'est vraiment cette réflexion sur aujourd'hui cet art qui nous déroute et qui... Oui, ce qui me fait plaisir, c'est que les gens qui lisent le livre me disent bon, il n'est pas facile à lire, mais il nous fait réfléchir. Absolument. Et en fait, on en a pour notre argent. Ah, ça c'est sûr, ça il y en a pour son argent. En fait, c'est la suite de l'Arrêta gazeux. Hein. J'ai mis 10 ans, absolument. non pas à le faire, mais j'ai mis 10 ans à le laisser mûrir parce que je voulais pas écrire juste un essai d'humeur. Non, voilà. merci Yves Michaud Merci d'être venu ce matin sur Sud Radio.